Changement de studio donc, mais nous restons en direct bien sûr pour le grand débat à 20 jours maintenant du référendum. Pour la première fois, tous les leaders des principaux partis se retrouvent ensemble pour s'affronter. Cette fois-ci, la frontière n'est plus entre la gauche et la droite, mais entre le oui et le non. Et comme depuis le début de cette campagne, nous nous tiendrons au strict équilibre, à titre d'information, dans l'ensemble de nos journaux télévisés depuis le début de cette campagne, nous en sommes en temps de parole à 49,4% pour le oui et à 50,6% pour le non. Cela se joue, vous le voyez, à quelques secondes près. Ce sera la même chose aujourd'hui encore pour ce débat. Et Nicolas Sarkozy, c'est à vous. Moi, je ne sais pas si on gagne au tirage au sort, mais le sondage que vous nous avez montré, d'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est que le débat européen passionne. Et s'il y a un problème en France entre les Français et l'Europe, c'est que sans doute pendant toutes ces années passées, on n'a pas débattu au fond des questions européennes. Deuxième élément, moi je sais bien qu'un référendum c'est toujours difficile. Je pense que rien n'est gagné, qu'il faudra faire campagne jusqu'à la dernière minute. Et pourtant j'étais pour le référendum, car on ne peut pas dire l'Europe c'est important et la construire sans les peuples. Et donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte une heure de vérité, la campagne de la vérité, devant les Français, conviction contre conviction, argument contre argument. Troisième élément, le débat. Dans la démocratie, faut qu'il y ait du débat pour que les idées progressent. Et moi, je suis très heureux de voir que ma famille politique se trouve rassemblée autour du oui. Et jusqu'à la dernière minute, on va faire campagne. Parce que ce que je crois, c'est que c'est une chance historique. Historique pour les Français de voter pour une constitution. Cette constitution va nous donner l'option de changer, de modifier les règles de fonctionnement. Et c'est pour ça que je vote oui. 1 minute 05. Jean-Marie Le Pen, côté du non. Les sondages ne sont pas très étonnants et ils doivent, je crois, conseiller à tous les participants et à tous les citoyens de se mobiliser pour la défense de leur opinion. Surtout les partisans du non, puisque cette constitution, on le sait, est irréversible et qu'une fois le pas franchi, il ne sera pas possible de revenir en arrière. Par conséquent, ils ont intérêt, bien évidemment, à s'informer au maximum. Pour ma part, ce sondage me rassure, en tous les cas me conforte dans la confiance que je pourrais avoir dans ma propre opinion, puisque j'ai constaté que sur 100 électeurs de la liste européenne du Front National, il y en avait 100 qui voteraient non. Par conséquent, j'en suis ravi. Mais je voudrais faire une petite observation tout de même, à savoir que ce débat qui est démocratiquement organisé ne doit pas tromper les électeurs français et leur faire croire qu'il en est ainsi de toute la campagne électorale. En effet, les statistiques prouvent que très largement, le oui bénéficie d'avantages très importants par rapport au non. Et là, vous parlez d'autres chaînes, puisque j'ai donné les chiffres contrôlés par le CSA. En ce qui concerne TF1, c'est vraiment du 50-50. Oui, je ne parle pas de TF1, dont je reconnais, dont je loue, si vous voulez, la volonté démocratique, mais du gouvernement, qui a envoyé, par exemple, à tous les électeurs ce document, qui est le document de la Constitution, pratiquement illisible, mais assorti d'un autre document intitulé Exposé des motifs, et qui est en quelque sorte un plaidoyer en faveur du oui. Celui-là est écrit de façon très lisible, alors que traditionnellement dans notre pays, et je crois démocratiquement, il eût fallu que les partisans du oui et du non, les partis politiques, puissent s'exprimer par une circulaire. Ça n'a pas été fait, et ça, je crois, fausse considérablement le débat. Par une circulaire, ça n'a pas été fait, et ça, je crois, fausse considérablement le débat. Je vous remercie. 1 minute 47. François Hollande, en 1 minute, si c'est possible. Bon, d'abord, sur les sondages, je ne leur accorde pas plus d'importance aujourd'hui que je ne leur accordais hier. Et on est bien placé pour savoir, j'ai en mémoire une élection en 2002, pour ne pas nous fier aux sondages. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est vrai qu'il y a un grand débat démocratique, et moi je ne m'en plains pas. J'étais également favorable au référendum parce que je pense qu'on ne peut réconcilier les citoyens avec la démocratie et avec l'Europe que s'ils participent eux-mêmes au choix. Et donc il ne faut pas s'attacher aux sondages. Il y a énormément d'indécis. Aujourd'hui on nous dit près du tiers du corps électoral n'a pas encore choisi, ce qui est normal. Le traité vient d'arriver dans les foyers, et donc, moi je demande que les citoyens se déterminent en connaissance de cause. Il ne s'agit pas d'adresser un chèque en blanc à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de juger le gouvernement, sinon notre choix serait déjà fait. Et nous appellerions à sanctionner le gouvernement. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un enjeu très important qui est l'avenir de l'Europe pour les prochaines années. Et si je dis oui au traité avec les socialistes,
C'est parce que c'est un progrès, tout simplement un progrès par rapport aux traités existants. Et donc, je demande à tous les citoyens de faire cet effort civique, de regarder les textes et de comparer. Et enfin, je leur dis, votre choix sera déterminant, pas simplement pour la France, mais le 29 mai, d'aller voter. Alors, et de voter oui. Je précise que pour les autres instituts de sondage, alors là, on est encore plus ric-rac, CSA 51-49, IFOP 50-50 et Ipsos apparaître demain 50-50 également. Marie-Georges Buffet. D'abord souligner le formidable débat populaire et citoyen. Partout les gens se retrouvent, lisent le traité, essayent de comprendre les enjeux, discutent entre eux, et je pense que vraiment on va avoir une mobilisation formidable pour construire une autre Europe, une Europe du progrès social, de la démocratie, une Europe de paix, parce que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui souffrent de l'Europe libérale telle qu'elle s'est construite. Ceux qui luttent pour les services publics, pour la retraite, pour la protection sociale, pour leur salaire, ont envie que l'Europe ne pèse plus sur eux, qu'à coup de directives, en complicité avec les gouvernements, on ne leur porte pas des coups. Donc j'ai l'impression que cette colère contre les politiques libérales menées en France et en Europe, le désir d'une autre Europe va compter et que le non va l'emporter par une mobilisation de toutes les forces de gauche qui aujourd'hui se rassemblent sur le non. Merci bien. Alors, il y a d'autres forces de gauche qui, elles, se rassemblent sur le oui. Yann Verling est le patron des Verts. Habituellement, Valéry Giscard d'Estaing dit que le meilleur défenseur de la Constitution, c'est lui-même, parce que c'en est le père, et que derrière, il y a Daniel Cohn-Bendit. Mais on vous a choisi, vous, parce que vous êtes, comme les autres, patron de votre parti. Votre commentaire sur le sondage? Je crois que depuis Maastricht, nous n'avons pas eu de débat sur l'Europe en France, et c'est un peu loin. Et aujourd'hui, les Français, depuis 13 ans qu'ils vivent la vie politique, qu'ils suivent un petit peu ce qui se passe, n'ont pas réellement compris et n'ont pas réellement eu un discours européen de la part de la classe politique française. Et je crois que c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve à devoir débattre en un temps record de 2 mois de tout ce qui s'est fait durant les dernières années en matière européenne. Et si on avait pu un petit peu plus faire de débat sur ce qui se passe au niveau européen, nous pourrions démontrer d'où nous sommes partis. Et je pourrais aller plus loin qu'il y a 10 ans. Il y a 50 ans que l'Europe se construit et où nous sommes arrivés aujourd'hui, dire qu'on a fait un pas de géant entre ce qui existait autrefois, une somme d'États qui s'ignoraient, voire qui se faisaient la guerre, et aujourd'hui, une Europe qui se construit politiquement. Et par exemple, vous auriez été favorable à un référendum sur l'élargissement de 15 à 25 ? Je crois que dès qu'il y a un débat européen, il faut qu'on puisse mêler les citoyens à chaque fois qu'une question importante leur est posée. Et la construction européenne est un enjeu important et essentiel pour l'avenir. Je crois que plus aucune des décisions politiques importantes ne peut se prendre réellement au niveau national. Il faut les prendre au niveau continental. C'est ce qui se fait dans d'autres parties du monde. Et je crois qu'il faut que nous, on soit assez forts pour construire cette Europe politique. Je crois qu'à travers ce traité, précisément, on construit cette Europe politique. Et il faut faire ce pas. Évidemment, c'est une évidence pour moi. 1 minute 19. Philippe de Villiers, vous avez été un des premiers à tirer, si je puis dire, pour le camp du non. Moi, mon non est un non d'abord de survie, parce que je ne veux pas que la France perde la maîtrise de ses lois, c'est l'article 6 du texte de Constitution, la maîtrise de ses frontières, de son territoire, c'est l'article 265, la maîtrise de sa politique étrangère, etc. C'est-à-dire la maîtrise de son destin. Donc un nom de survie pour la France et un nom de projet d'avenir pour l'Europe. Moi, je veux une Europe qui soit remise d'aplomb, c'est-à-dire une Europe qui soit vraiment européenne, donc sans la Turquie qui figure à la page 165 en toutes lettres de l'acte final de cette Constitution. Mais pas pour dire qu'elle doit rentrer. Elle est dans l'acte final. Et l'acte final, c'est l'instrument juridique qui authentifie un texte, article 10 de la Convention de Vienne sur les traités. Donc ça veut dire que c'est une grave imprudence pour ceux qui, aujourd'hui, nous disent, comme Jacques Chirac, « Ah, mais la Turquie, c'est dans 15 ans, c'est pour plus tard », alors que la négociation va commencer le 3 octobre prochain, à Bruxelles, et que la seule manière de suspendre cette négociation, moi je préfère qu'on la suspende tout de suite que trop tard. Il vaut mieux interrompre une négociation, Patrick Poivre d'Arvor, avant qu'elle ait commencé, plutôt que de l'interrompre quand elle est terminée. Donc une Europe qui soit européenne, une Europe qui soit démocratique. Si on veut baisser la TVA, je ne vois pas pourquoi on est tous tournés vers Bruxelles. On le fait, notre Parlement, ou alors on n'est plus une démocratie. Et troisièmement, une Europe qui soit protectrice, je pense en cet instant au textile européen, qui soit protectrice de nos emplois et de notre... 1 minute 41. François Bayrou pour l'UDF. Commentaire sur votre sondage, il dit une seule chose, c'est que ça va être très serré.
Et plus ça va être serré, plus la décision de chacun va avoir de l'importance. Et pour nous, c'est une décision historique, lourde, à l'échelle probablement du siècle qui vient. Parce que les livres d'histoire ne seront pas écrits de la même manière selon que nous aurons voté oui ou voté non, selon que l'Europe sera devenue une puissance, qu'elle aura parlé ou qu'elle pourra parler d'une seule voix, ou selon qu'au contraire, elle se divisera et elle restera quelque chose de lointain et d'abstrait. Et donc l'enjeu de cette élection est vraiment un enjeu lourd pour chacun d'entre nous. Vous avez une carte de l'Europe derrière vous, il faudrait avoir une carte du monde. Et s'il y avait une carte du monde, vous verriez alors ce que pèse, nous verrions ensemble alors ce que pèse la puissance américaine et la puissance chinoise. Il y en a, les 4 représentants du non et quelques autres, qui imaginent que devant ces 2 puissances massives, si lourdes et si différentes de nous, nous pourrions résister dans le cadre et dans les frontières de nos États européens habituels, séparés les uns des autres. Eh bien, la grande différence entre ce côté-ci et l'autre côté, entre le oui et le non, c'est que nous pensons que pour résister à ces puissances, il faut que l'Europe apparaisse comme une unité. Et ce texte, l'article clé de ces textes, je ne vais pas plus loin que l'article 1, la présente Constitution, l'Union européenne. Pour moi, ça dit tout de l'enjeu de cette élection. Le dernier du tour de table, Olivier Besancenot. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sera serré, c'est évident. Moi, je reste super enthousiaste pour la simple et bonne raison que je crois que, y compris autour de ce débat, on est tous obligés de reconnaître maintenant que non seulement le non peut l'emporter, et que s'il l'emporte, ce sera par la gauche qui l'emportera. Parce que je crois que c'est dans ce camp-là que les choses peuvent basculer. Pour dire les choses clairement, je pense que le non de droite a fait le plein des voix depuis le début. C'est l'électorat de la droite extrême ou de l'extrême droite. En revanche, il y a quelque chose qui a changé dans la situation sociale de ce pays depuis quelques mois. C'est qu'il y a un ras-le-bol généralisé des politiques libérales qui se sont exprimées en France par des mobilisations sociales à répétition, pour défendre le service public, pour les salaires, contre les licenciements et le mouvement lycéen. Et ça, c'est une traduction immédiate dans le pays. C'est la percée d'un non social, européen, antilibéral, plein d'espoir, tout le contraire pour moi d'un non raciste, chauvin et anti-turc. Ça veut dire que pour moi, il y a déjà une première victoire, c'est d'avoir fait en sorte, en tous les cas je l'espère, que le débat de ce soir, ça ne sera pas Europe ou pas Europe, ça ne sera pas la Constitution ou le chaos, mais bien Europe sociale ou Europe libérale. Et moi, je vois pas comme un danger le fait que la vie quotidienne des gens s'invite dans la discussion sur le référendum. Je vais prendre un tout petit exemple si vous le permettez. Dans l'Est de la France, les salariés de Schirmeck, c'est 9 ouvrières à qui on propose, entre guillemets, d'être reclassées en Roumanie. J'ai la lettre de licenciement sous les yeux. C'est très court. Écoutez bien. Madame, dans le cadre du processus de licenciement pour motif économique, nous sommes amenés aujourd'hui à vous proposer un reclassement comme alternative à ce projet de licenciement au sein de la société de système Contact Média Roumanie en qualité d'opératrice. Votre rémunération sera de 110 € brut par mois pour 40 heures par semaine. Votre ancienneté de 28 ans est bien entendu reprise en compte. Mais votre temps de travail sera régi par le droit du travail et la protection sociale en vigueur dans le pays d'exonération du travail. Nous et avons à fait défaut de Vitaine, un reportage sur le sujet. Absolument. Et il est revenu sur sa position. Alors tout ça pour dire qu'évidemment, je terminerai là-dessus, pour moi c'est par cause de la Constitution qu'on a tout ça. Mais en tous les cas, l'esprit de la directive Bolkestein des délocalisations, on le retrouve dans la Constitution, l'article 209, qui dit que c'est le fonctionnement du marché qui va harmoniser les systèmes sociaux. Vous avez bien entendu, c'est les règles de la bourse qui vont uniformiser nos droits. Je vous laisse deviner dans quel sens si c'est vers le haut. Je vous laisse deviner dans quel sens si c'est vers le haut ou vers le bas. Alors Nicolas, c'est exactement faux. Est-ce oui, qu'on peut s'arrêter allez-y, parce qu'à partir de maintenant, une seconde à cela. Nous avons vécu l'élargissement à l'Espagne et au Portugal. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'était au milieu des années 80. À l'époque, des leaders politiques, et en particulier de votre bord, ceux qui sont là, et de droite aussi, disons la vérité, disaient que l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, ça allait provoquer une crise majeure, et que les emplois allaient tout disparaître, le SMIC allait s'effondrer. Il s'est passé exactement le contraire. Il s'est passé que la progression du niveau de vie a fait que le SMIC en Espagne a été multiplié par 4 au moins, et que les principaux bénéficiaires de cette élévation du niveau de vie du peuple espagnol, ça a été nous les Français.
Parce que nous avons été les fournisseurs de la demande extraordinaire de biens, d'équipements et de services qui est celle d'un peuple qui est en train de se développer. C'est exactement le contraire. Plus on intégrera et plus on trouvera une égalisation, en effet, non pas par le marché, mais par les niveaux de vie qui rejoindront le même niveau. Tout va bien. En tout cas, tout va mieux que dans les systèmes que le vous problème, avez c'est pas les délocalisations, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on cherche à faire pression sur les législations sociales nationales les plus élevées. C'est pour répondre sur l'Europe puissance, parce qu'on en a eu une démonstration il y a quelques jours. On nous a dit à propos de l'invasion des textiles chinois, vous allez voir ce que vous allez voir, l'Union européenne, elle va faire face. Puis ça a accouché de quoi? La commission qui dit on va faire une enquête, et puis le commissaire qui sera en Chine, puis qui dit écoutez c'est la concurrence, on va pas refaire les quotas. Tant que l'Europe se mettra, je dirais, dans les habits de l'Organisation mondiale du commerce, tant que l'Europe se donnera pour but la concurrence libre et non faussée, elle ne pourra pas résister aux États-Unis, elle ne pourra pas résister au dumping social et au fait qu'on exploite des salariés pour ensuite augmenter les marges financières. L'Europe puissance, mais l'Europe puissance pour résister aux États-Unis alors qu'elle se place sous l'égide de l'OTAN. Alors il faut arrêter avec cela. Si on veut que l'Europe joue un rôle positif au plan international, il faut justement que ce soit une Europe du progrès social, de l'harmonisation sociale par le haut, une Europe qui ne mette pas en concurrence les salariés et les peuples. Il faut que ce soit une Europe qui parle de sa propre voix par rapport aux questions internationales, une Europe qui porte réellement le co-développement, le désarmement et une paix durable partout. Alors j'ai voilà, promis la parole à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce traité induit une politique économique, qu'elle soit libérale ou sociale? Je voudrais dire, il faut être très clair. Pourquoi je vote oui? Pourquoi je vote oui? Et pourquoi la Constitution va permettre de modifier dans le bon sens l'Europe? Il faut donner des arguments pour que les gens puissent choisir et pas se jeter des anathèmes ou essayer d'exploiter les peurs. Il y a 3 raisons qui me semblent absolument capitales. La première, nous voulons une Europe qui se défende mieux, qui nous défende mieux. Comment on pourra l'obtenir? Parce que la Constitution va nous donner un président élu, responsable politique, 2 ans et demi renouvelable une fois. Aujourd'hui, le président de l'Union change tous les 6 mois. À peine qu'on s'est habitué à l'orthographe de son nom, qu'il faut en prendre un autre. Vous pensez que ça impressionne? C'est une première décision capitale et je dis aux Français, vous voulez une Europe qui vous défende? Il faut une Europe qui s'incarne dans un visage, qui est sa tête. Premier élément. Deuxième élément, souvent les Français nous disent, pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si immobile? Vous voulez une Europe efficace? Eh bien, qu'est-ce qui paralyse l'Europe aujourd'hui? C'est que pour décider, il faut qu'on soit tous d'accord, ou on ne décide pas. Comme on n'est jamais d'accord à 25, on ne décide pas. Un exemple, pas de politique d'immigration commune. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les principes d'ouverture les plus forts, c'est aussi ceux, Europe du Nord, qui ont le moins de clandestins. Donc ils sont moins pressés que nous, qui avons le plus de clandestins, d'agir. Avec la Constitution, il faut que les Français le sachent. On va pouvoir se doter d'une politique de l'immigration commune pour lutter contre les réseaux criminels, parce qu'on va passer d'un système de décision à l'unanimité à la majorité. Et troisième élément, je m'inscris totalement en faux avec ce que vous avez dit, pardon. La Charte des droits fondamentaux va permettre un début d'harmonisation sociale. Si vous refusez la Constitution, il faut le dire aux Français, cette Charte des droits fondamentaux, qui garantit le droit des salariés, qui garantit la parité, qui garantit le respect des minorités, qui garantit le pluralisme, cela va s'appliquer dans les 25 pays. C'est un début d'harmonisation. Et enfin, sur la Turquie, je ne vous ai pas interrompu, madame. Non, je voudrais terminer en disant que vous avez dit 2 mensonges. Non, notamment sur l'emploi et le social. Vous avez dit 2 mensonges. Non, madame. Vous avez dit 2 mensonges. Le premier, pardon de vous le dire, le premier, et c'est à Philippe de Villiers que je le dis, je suis contre l'adhésion de la Turquie. Et j'affirme devant les Français que si nous votons la Constitution, l'intégration de la Turquie sera plus difficile que si nous ne la votons pas. Et je le démontre. Parce que si nous refusons la Constitution, la Turquie n'aura qu'une intégration économique. Si nous votons la Constitution, la Turquie devra faire l'effort aussi de l'intégration politique, et ce n'est pas possible. Je suis contre l'intégration de la Turquie, et la Constitution augmente la difficulté pour la Turquie de rentrer en Europe. Et deuxième chose, mais regardez cet équipage extraordinaire. On voit même Buffet trôner au milieu de M. Le Pen et de M. de Villiers. Ben, ils doivent être étonnés, vos électeurs. Vous parlez de l'Europe, et vous dites que vous aimez l'Europe. C'est moi qu'on... Honnêtement... Vous faites la photo de Paris Match? Non. Monsieur de Villiers, et Nicolas, que les deux... Cher Philippe de Villiers, que les deux responsables des 2 grandes formations politiques républicaines sachent hausser au-dessus des intérêts partisans pour dire que sur l'Europe,
Et vous? Il y a un intérêt national. Pas plus. Cela me semble plutôt rassurant. Mais je vais dire un dernier mot là-dessus. Ils aiment l'Europe, mais ils n'ont cessé de lui dire non. Eh bien, si en Europe, tout le monde avait dit non, qu'est-ce qu'on défendrait aujourd'hui? Alors nous disons l'Europe c'est un compromis. C'est pas le paradis si vous votez oui. Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps. Si tout le monde avait voté non, il n'y aurait pas d'Europe. Et s'il n'y avait pas d'Europe, il n'y aurait pas la paix sur notre continent. Et s'il n'y avait pas d'Europe, il n'y aurait pas la paix sur notre continent. Alors, je peux me répondre parce que je ne tolère pas M. Sarkozy qu'il y a que les partis républicains qui seraient pour le oui. Le Parti communiste est un grand parti républicain. Et quand vous dites, moi je revendique l'incompatibilité, M. Sarkozy, je revendique l'incompatibilité avec M. De Villiers ou avec M. Le Pen. Je la revendique. C'est pas moi qui vous ai mis l'un à côté de l'autre. Ce qui m'a fait gagner le non, M. Sarkozy, ce qui va faire gagner le non, c'est la mobilisation du peuple de gauche. Il n'en peut plus de votre politique, que vous la meniez en France ou en Europe. Et que vous sentiez-vous compatible, c'est votre affaire. Moi, pour construire l'Europe libérale. On va répondre sur la Turquie dans 3 secondes, Philippe de Villiers, mais Jean-Marie Le Pen n'a pas parlé. Oui, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'a pas parlé. Oui, Jean-Marie Le Pen. Je voudrais rappeler tout de même aux téléspectateurs que le projet européen est assez ancien. Il a, disons, 60 ans, puisque c'est M. Jean Monnet qui l'a imaginé par imitation des États-Unis à l'Europe fédérale. Et aujourd'hui, on fait le 55e anniversaire. On ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé dans le monde. On ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé dans le monde depuis 60 ans. Et le reproche justifié qu'on pourrait faire à l'Union européenne, c'est d'être obsolète, c'est d'être très largement dépassée par les événements, de se présenter comme une puissance, alors que c'est une grosse méduse molle, tout à fait incapable, y compris même de se défendre militairement si elle était attaquée, au point d'ailleurs d'accepter officiellement d'être un protectorat des États-Unis par l'intermédiaire des dispositions nous reliant à l'OTAN. Mais je voudrais surtout, parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être pour le non, et très sérieuses, mais puisque nous sommes un peu sur le terrain de l'économie, il faut tout de même bien constater que les gouvernements qui se sont succédés ou qui ont cohabité ensemble depuis près de 25 ans, ces gouvernements ont suivi une politique largement inspirée par l'Europe et en quelque sorte sous sa caution et sous son entraînement. Or, cette politique a été désastreuse. Elle a amené la France d'aujourd'hui au bord de la faillite, avec des déficits budgétaires et sociaux effrayants, avec une immigration qui ne cesse d'enfler. L'année dernière, 430 000 immigrés sont entrés en France, et je pense qu'avec le geste de M. Zapatero, qui vient de régulariser 700 000 clandestins en Espagne, nous allons recevoir des renforts dans ce domaine, ainsi d'ailleurs que d'Italie. Mais l'insécurité a suivi, le chômage n'a cessé de progresser. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'application de cette politique qui se revendique d'être européenne et de poursuivre une construction qui ne fera bien évidemment que parfaire cette évolution désastreuse et nous conduire dans le précipice? Je crois que les Français le sentent instinctivement et qu'ils reculent. Mais il y a d'autres raisons, plus nobles encore, dont je parlerai tout à l'heure. D'autres raisons, plus nobles encore, dont je parlerai tout à l'heure. Sur lesquelles on reviendra. J'ai promis de donner la parole à François Hollande. Oui, M. Le Pen nous décrit une Europe qui serait le fléau. Il en a le droit. Il peut le penser, d'autres aussi pensent que l'Europe n'est pas aujourd'hui utile. Mais moi, je veux rappeler ce qu'a été l'Europe depuis 50 ans. S'il y a la paix sur notre continent, c'est grâce à l'Europe. S'il y a la démocratie partout, je dis bien partout en Europe, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, c'est l'Europe. S'il y a l'élargissement, et ce n'était pas évident de réaliser l'élargissement après l'effondrement du mur de Berlin, parce que le mur de Berlin s'est aussi effondré sur un système soviétique qui avait expiré. C'est bien parce que l'Europe était là comme instrument de la démocratie. Alors, belle réussite que l'Europe. Alors on peut dire, cette Europe a été économique, et simplement économique, c'est vrai. Depuis 50 ans, elle s'est construite sur la base du grand marché, vous le découvrez maintenant. Ça fait depuis 1957 qu'il y a le marché commun. Sur la base de la monnaie unique, depuis 1992, le traité de Maastricht. Voilà ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Nous sommes devant une Europe qui veut se fonder politiquement. Moi, je la souhaite, cette Europe politique. Parce que je ne veux pas que l'Europe en reste simplement au marché
et à la monnaie unique. Nous avons le traité constitutionnel qui nous donne cet instrument. Parce que pourquoi il a fallu, les téléspectateurs doivent se poser la question, pourquoi il y a eu un traité constitutionnel? Tout simplement parce que les 25 ont voulu se doter d'une organisation politique démocratique. Et c'est pourquoi j'appelle à voter oui. Nous avons les traités existants, nous les connaissons tous. Certains les ont votés, d'autres ne les ont pas votés. Ça veut dire qu'ils étaient insatisfaisants. Par exemple, le traité de Nice, qui a été voté et signé à la fois par Jacques Chirac et par Maastricht. D'ailleurs, je constate que personne ne veut sortir de l'euro. C'est donc que le traité de Maastricht était quand même pas si mal, parce que sinon, la proposition serait de sortir de l'euro. Donc, il y a les traités existants. Mais qu'est-ce que nous apporte le traité constitutionnel? Des progrès dans tous les domaines. Et personne ne pourra le contester. Des progrès sur la démocratie? Oui, c'est vrai. Un Parlement européen qui pourra avoir le droit de voter la loi européenne. C'est quand même pas si fréquent qu'un Parlement européen puisse voter enfin la loi européenne. C'était en tout cas interdit jusqu'à présent. Il le fera à égalité de droit avec le Conseil des ministres. Il y aura le droit de pétition pour les citoyens. Il y aura les parlements nationaux qui pourront contrôler l'Europe. Ça, c'est des progrès démocratiques. Progrès sociaux. Parce qu'on nous parle, comme pour nous faire peur, de la Roumanie, elle n'est pas dans l'Union européenne. On nous parle du capitalisme, il est partout, hélas. Et ce qu'il faut faire, c'est lutter contre le capitalisme, c'est pas simplement l'Europe qui en serait responsable, et le traité constitutionnel encore moins, il n'est pas appliqué. Donc aujourd'hui, la grande question sur le plan social, est-ce que le traité est un progrès? Il est un progrès. Un progrès à travers les droits sociaux qui sont reconnus à tous les citoyens européens, ceux qui viennent d'adhérer comme ceux qui y étaient depuis toujours. Un progrès social aussi à travers la reconnaissance enfin des services publics. Un progrès social à travers des objectifs sociaux qui sont posés comme objectifs de l'Union européenne. Alors tout cela justifie aujourd'hui qu'on fasse ce pas essentiel qui permet d'arriver à l'Europe politique et sociale. On peut le refuser. Vous avez le droit de le refuser. Mais alors dites la vérité. Si à ce que vous dénoncez aujourd'hui. Philippe de Villiers d'abord. Et ensuite, d'abord, je voudrais dire à François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui sont à côté l'un de l'autre, qu'ils n'ont pas intérêt, que personne n'a intérêt dans cette campagne à jouer au plus hétéroclite et au plus proche. Bon, puisqu'il y en a un qui est pour le capitalisme, un qui est contre le capitalisme, etc. Bon, on est tous très différents, mais allons à l'essentiel. Il y a le oui, il y a le non. C'est pas de la démocratie représentative, c'est de la démocratie directe. Il y a de la démocratie. Il y a une différence, c'est que nous sommes d'accord sur le même traité, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur un autre traité. Laissez-moi aller jusqu'au bout, François Hollande. C'est ça la grande différence. Mais nous, il est droit, moi je dis simplement. Oui, donc comment faire un traité ensemble? C'est compliqué. Nous, au moins, on est d'accord pour appliquer le même traité. Il y a une question qui est posée aux Français. Pour ensuite donner des politiques différentes. Et c'est le peuple français qui va répondre. Alors pourquoi on a fait l'Europe après la guerre? On a fait l'Europe pour emmailloter l'Allemagne, l'expression de Robert Schuman, et pour contenir l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est fini. Ça, c'est l'Europe du passé. L'Europe de l'avenir, il y a deux défis qui sont très importants. Comment on réunifie le continent? Est-ce qu'on le fait avec une seule norme, une seule frontière, une seule TVA, une seule loi? Moi, je dis là, casse-cou. Il faut faire l'Europe qui respecte les États, les peuples, leurs libertés, et une Europe qui ajoute, et par exemple, qui nous protège devant le textile chinois, et qui nous laisse, par exemple, par rapport aux 700 000 immigrants clandestins de M. Zapatero, la possibilité de rétablir des contrôles fixes ou des contrôles mobiles qui sont supprimés par la Constitution. Donc, première question, est-ce qu'on fait une Europe fédérale ou confédérale, une Europe centralisée ou une Europe de la proximité, de la souplesse, une Europe moderne? Et deuxième question, est-ce qu'on fait de l'Europe un écran de protection par rapport à la mondialisation, ou est-ce qu'on en fait le chausse-pied, le marchepied de la mondialisation? Et c'est là que j'en arrive à la question de la Turquie et que je dis mon désaccord avec Nicolas Sarkozy. Cette constitution, c'est pas pour rien que M. Abdullah s'est vanté, en tant que membre observatoire du comité de rédaction, d'avoir réussi à faire ôter toute référence aux racines de l'Europe. Quelle est donc cette Europe qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle va, qui ne connaît pas ses limites? Et donc, vous voulez parler des références chrétiennes, religieuses? Absolument. Et donc, c'était une victoire importante pour la Turquie, parce qu'il y avait là un obstacle, évidemment, par rapport à l'entrée future de la Turquie. Et moi, ce que je dis à Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs, il le sait très bien, mais il ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a le chef de l'UMP, puis il y a le grand chef, le chef du oui, Jacques Chirac. Mais vous savez très bien, la volonté de Jacques Chirac, c'est de faire entrer la Turquie. D'ailleurs, vous savez très bien que son premier voyage, après le référendum, c'est pour faire entrer la Turquie. Et vous savez très bien que la vraie précaution, Nicolas Sarkozy, c'est de dire non tout de suite à la politique européenne, à cette constitution,
et à l'entrée de la Turquie, parce que la question de l'Europe, donc la question de l'Europe, donc la réponse, vous voulez la réponse. Est-ce qu'on peut surface, voilà. C'est la question de la surface. On va y rester justement. Je ne vais pas fuir. On va y rester. Je ne vais pas fuir. On va y rester parce que c'est un sujet qui passionne. Vous avez posé 3 questions. Premièrement, Zapatero et les immigrés. Est-ce que la Constitution va nous permettre d'être plus efficaces pour ne pas connaître cela? Oui. Non. Pourquoi M. Zapatero 250, Non. 265, pourquoi M. Philippe de Villiers? Pourquoi M. Zapatero peut décider dans son coin? Pour une raison, Patrick Poivre d'Arvor. Parce qu'il n'y a pas de politique d'immigration commune. La Constitution va nous permettre. Deuxième élément. Deuxième élément. Mais non, c'est avant la Constitution, elle s'applique pas. Mais déjà, on a vu l'absence de contrôle. Le textile vous en avez chinois. pâti au ministère de l'Intérieur. Pourquoi le textile chinois? Pour moi, les mots préférence communautaire, c'est pas des mots, gros mots. Mais ils sont pas dedans. C'est pas du tabou. Ils sont pas dedans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vieille Europe, celle du traité de Nice? C'est un commissaire européen, certainement très compétent, mais connu de son père et de sa mère, qui va négocier. Eh bien, quand nos intérêts vitaux seront en jeu, dans le cadre de la nouvelle Constitution, c'est un président élu qui parlera au nom de 460 millions d'habitants. Non, c'est faux. C'est une réponse. Non, c'est faux. Troisième élément. Et je voudrais faire réfléchir les Français à cela. Je voudrais faire, mais Monsieur de Villiers, est-ce que vous me permettez de terminer? Le troisième élément. Ça fait 60 ans qu'on a essayé, en Europe, toutes les générations, de faire converger l'Allemagne et la France. 60 ans. Pour éviter qu'on reconnaisse les désastres du XXe siècle. Eh bien, ce mois de mai, l'Allemagne va dire 2 fois oui. Une fois le 12 mai par le Bundestag, et une fois le 24 mai par le Bundesrat. Eh bien, si la France dit non, alors que l'Allemagne dit oui, voilà donc que ça sera la première fois depuis 60 ans qu'on aura fait diverger 2 pays qui ont conçu leur réconciliation. Mais je vais vous dire une chose, c'est une responsabilité historique à laquelle moi je ne veux pas être associé. On va demander historique à laquelle moi je ne veux pas être associé. On va demander à Olivier Besancenot son avis et ensuite Marie-Georges Buffet. Oui, pour pas tomber dans le panneau des amalgames scandaleux qui par ailleurs sont blessants, et parler du fond de la Constitution, vous avez dit que... Écoutez, Monsieur Sarkozy, vous êtes pour la concurrence libre et non faussée. Qu'est-ce qui est blessant? Supportez au moins une discussion libre et non faussée jusqu'au bout, c'est-à-dire laissez-moi terminer mon idée. Je sais pas ce que c'est. Je reviens à cette Europe sociale dont vous nous avez vanté, ainsi que la Charte des droits fondamentaux. Moi, j'ai lu la Constitution. Pour moi, déjà, il y a un gros problème, c'est qu'il y a des grosses lacunes. La laïcité ne figure pas dans la Constitution. Le droit... Trouvez-moi l'article, s'il vous plaît, monsieur. Le droit, s'il vous plaît. Non, pardon. Ce serait bien. Attendez, vous me dites, trouvez-moi l'article, on va essayer de vous le trouver, parce qu'après, sur la laïcité de François Bayrou. Mais non, excusez-moi, je vais terminer mon idée, parce que je connais l'affaire. Mais alors, me dites pas, trouvez-moi l'article, parce que souvent, les téléspectateurs ont envie de savoir. Automatiquement, la page où il y a le mot laïcité. François Bayrou. Non, il n'y a pas de page où il y a le mot laïcité. Donc je peux continuer. Parce que la question de la laïcité est une question nationale. Il y a des pays qui ont choisi la laïcité et d'autres qui ont choisi d'autres systèmes. Il y a des pays qui ont une république laïque et d'autres qui ont une royauté constitutionnelle. Mais on est tout à fait d'accord, et c'est tout le problème pour moi. Il y a des pays pour qui on accepte le mariage homosexuel et d'autres pour qui on refuse le mariage homosexuel. Tout cela est de compétence nationale. Et tout cela ne changera pas, et c'est le principe de la Constitution. Voilà, c'était juste la réponse que je voulais avoir. C'est-à-dire qu'il y a dans ce domaine, dans la Constitution, des domaines qui sont les questions sociales et démocratiques où chacun peut faire ce qu'il veut. Donc je répète, la laïcité ne figure pas dans la Constitution, le droit à l'avortement ne figure pas dans la Constitution, le droit à la retraite ne figure pas dans la Constitution, le droit au logement, je vais terminer, ne figure pas dans la Constitution, le droit à la santé en tant que tel, reconnu pourtant par le préambule de la Constitution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne figure pas dans la Constitution. Mais je cite le droit d'avoir accès aux prestations de la sécurité sociale, c'est-à-dire que quand vous trouverez encore un hôpital, vous pourrez rentrer dedans. Et enfin, le droit à l'emploi en tant que tel ne figure pas, mais la liberté de rechercher un emploi. Bon, on a le droit d'être d'accord ou pas avec ça, mais j'aimerais m'adresser au moins à ceux qui pensent que malgré tout, cette charte constitue une petite avancée. Il est faux de dire que la charte est contraignante du point de vue juridique. Je lis toujours la Constitution uniquement. L'article 111, le point 2, qui dit la présente charte ne fixe aucune tâche nouvelle et ne modifie en aucun cas les compétences définies dans les autres parties de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, sur les questions prédominantes, importantes pour des millions de personnes, dans une Europe où il y a 20 millions de chômeurs, où il y a 70 millions de pauvres, chacun continuera à faire ce qu'il veut. Et comme par hasard, sur les questions politiques, sociales, économiques, libérales, 334 articles sur 400